Alors on va commencer tout de suite par le dossier numéro 2. Le dossier alors que vous travaillez sur le module 1 et sur la compréhension des textes de loi, et sur la première question, comment doit-on informer aujourd'hui et selon l'HAS un patient? C'est la première partie de la question, et la deuxième partie de la question, c'est comment pouvez-vous le prouver si nécessaire? Alors, j'insiste un petit peu là-dessus. Quand on a décidé de pouvoir apporter des droits aux patients, il a fallu mettre en place des instances, aussi bien à l'hôpital public que dans les cliniques privées, des instances qui pourraient garantir que ces droits sont respectés pour les patients. Par exemple, on a créé des commissions de lutte contre les infections nosocomiales, ce qu'on appelle le CLIN. On a créé des commissions de relations des usagers de la qualité des soins, ce qu'on appelle la CRUC-PC aujourd'hui. On a créé un certain nombre d'instances rendues obligatoires dans les établissements qui sont présentes pour pouvoir garantir que le patient va bien avoir la meilleure qualité des soins, qu'il soit hospitalisé dans la clinique lambda de Clermont-Ferrand pour une prothèse totale de hanche ou à l'hôpital Cochin pour une même intervention chirurgicale. L'idée, c'est qu'il puisse obtenir la meilleure qualité des soins. En mettant ces instances obligatoires, on oblige les médecins à se soumettre à de nouvelles règles, à des nouvelles recommandations et à une prévention des complications que l'on pourrait rencontrer dans certaines interventions médicales. C'est une bonne chose, évidemment, puisque ça garantit aux patients, en tout cas, d'aller, on va dire un petit peu avec beaucoup plus de transparence, dans un endroit de soins où il est sûr d'avoir une bonne qualité médicale, mais ça oblige, bien sûr, les instances hospitalières en particulier, et les médecins de se soumettre donc à créer ces nouvelles commissions et d'y participer. Alors voilà pourquoi j'en viens à cette première question, l'HAS. Puisqu'on vous parle de la Haute Autorité de Santé, je rappelle que c'est une instance qui est indépendante, qui ne dépend ni du ministère de la Santé, ni des syndicats de médecins, et qui est donc censée pouvoir donner une réponse, une information relativement objective, sans rentrer dans des querelles de chapelle, et sans mettre en avant, on va dire, les droits aussi bien des patients et des usagers à travers le ministère de la Santé que des médecins à travers les syndicats de médecins. Donc cette instance indépendante, qui s'appelle la Haute Autorité de Santé, eh bien, elle a fait suite à une instance indépendante qui avait été créée déjà à l'époque des ordonnances Juppé, qui s'appelait l'ANES, Agence nationale d'accréditation et d'évaluation des soins. Et c'est vrai que dans les dossiers d'internat, on peut peut-être retrouver les deux déterminations, les deux nominations, Agence d'accréditation et d'évaluation des soins HAS, ANAS, ou Haute Autorité de Santé, HAS. Les deux sont des instances identiques. La première s'est éteinte pour laisser place à la deuxième. Et donc, selon la HAS, aujourd'hui, l'information médicale, comment doit-elle être transmise? Eh bien, tout simplement, l'information médicale doit être transmise au moment d'un entretien médical qui doit être un entretien individualisé, où uniquement est présent le patient, éventuellement les personnes qu'il pourrait inviter à être présentes, comme la personne de confiance ou de la famille proche, et le médecin avec des infirmiers ou autres, mais en tout cas, c'est un entretien individualisé. L'information doit être claire, loyale, appropriée au niveau de compréhension du patient. Voilà les recommandations qui sont faites là-dessus. Et surtout, cette information médicale peut être transmise soit oralement, c'est le cas la plupart du temps, soit sur un support écrit, à travers des documents médicaux que l'on pourrait apporter au patient. Mais cette information médicale doit être individualisée, propre au patient et à la pathologie que le patient présente, et certainement pas quelque chose qui serait systématisé, répétitif, sans prendre en considération le patient qu'on aurait en face de nous. Alors, une fois que l'on a dit ça et que l'on précise comment doit être informé un patient, la question la plus importante, et là où les étudiants sont souvent en difficulté, c'est comment pouvez-vous le prouver, puisque c'est maintenant au médecin de prouver qu'il a bien transmis l'information médicale. Alors, je reviens un petit peu en arrière, parce que l'information médicale, évidemment, doit contenir le diagnostic, elle doit contenir le pronostic éventuel, bien sûr, la thérapeutique et éventuellement les différents schémas thérapeutiques qui peuvent être proposés, les bénéfices et les risques de cette thérapeutique, et les principaux effets indésirables. Alors évidemment, il ne s'agit pas de donner tout le Vidal et tous les effets indésirables des traitements, mais globalement, selon l'expérience du médecin, les effets indésirables les plus reconnus, les plus retrouvés, éventuellement les plus fréquents. Voilà ce que l'information médicale contient. On y rajoute souvent aussi le prix et le coût du traitement, de la consultation, du suivi médical, etc. Bon. Comment le prouver? Eh bien, en droit français, on va dire qu'il y a 3 niveaux de preuve
qui ont été retenus suite à cette loi de mars 2002 concernant l'information médicale, ça n'existait pas avant. Le premier niveau de preuve, qui est le niveau le plus élevé et le plus important, c'est la preuve littérale. C'est-à-dire que, globalement, le médecin a inscrit dans son dossier médical, ce jour-là, qu'il a transmis l'information médicale au patient, qu'il a précisé le diagnostic et la thérapeutique, par exemple, et les effets indésirables, et il le note, c'est daté, c'est marqué dans le dossier médical. Éventuellement, il y a même une signature s'il y avait un document écrit de consentement nécessaire pour des investigations un peu plus lourdes. Et il suffira de retrouver dans le dossier médical ces écrits pour que ça fasse foi en termes de preuves littérales. C'est ce qu'il y a aujourd'hui le plus complet et où on retrouve le contenu en tout cas le plus utile dans le cas d'une procédure. Donc n'oubliez pas, je crois que l'avenir, il passe quand même par le dossier médical et par la rédaction de ce que l'on peut mettre, ce que l'on peut écrire dans un dossier médical. Preuve littérale. Deuxième niveau de preuve que l'on peut avoir aussi, c'est ce qu'on appelle la preuve testimoniale, c'est-à-dire preuve liée à un témoignage d'un proche qui était là pendant l'entretien. Donc ça peut être soit bien sûr un proche du côté patient, soit témoignage d'un soignant qui était présent également lors de l'entretien médical, un infirmier par exemple, qui va dire oui, effectivement, le médecin a porté le diagnostic ce jour-là. C'est ce qu'on appelle la preuve testimoniale, et je rappelle qu'en droit français, on ne peut pas produire de faux témoignages. Donc si la personne est appelée à la barre pour témoigner de ce qu'il a entendu lors de l'entretien, il ne pourra apporter théoriquement que la réalité des faits. Donc on appelle ça la preuve testimoniale. Le troisième niveau de preuve, c'est ce qu'on appelle la preuve par présomption, c'est-à-dire qu'il y a un faisceau d'arguments qui laisse penser que ce jour-là, oui, le diagnostic a été énoncé au patient. On a retrouvé des traces écrites dans les transmissions infirmières, on a prescrit des examens complémentaires particuliers ce jour qui laissaient penser qu'on allait vérifier tout de suite des éventuels effets indésirables des médicaments ou des contre-indications à des médicaments. Bref, un certain nombre de faisceaux d'arguments dans le dossier médical vont dans le sens d'un diagnostic et d'une information médicale apportée ce jour-là, même si ça n'a pas été noté dans le dossier médical directement que l'information avait été transmise. C'est ce qu'on appelle la preuve par présomption. C'est le troisième niveau. J'insiste là-dessus, il faut bien comprendre que le dossier médical depuis la loi de mars 2002 doit être un dossier cohérent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a procédure, alors, en général, le juge d'instruction fait procéder à une réquisition du dossier médical, et je rappelle qu'en cas de réquisition du dossier médical, en fin de compte, le dossier est saisi, c'est certainement pas le dossier original, c'est toujours la photocopie du dossier original, puisque le dossier original doit rester dans l'établissement qui en a la responsabilité, et donc on photocopie en général le dossier médical, ce dossier est mis sous scellé, et les officiers de police judiciaire, si c'est le cas, qui viennent chercher le dossier médical, d'un dossier réquisitionné, le remet sur le bureau du juge d'instruction, qui lui-même ne veut pas déceler ce dossier médical, parce qu'il y a toujours la notion de secret médical qui se poursuit, et donc il nomme immédiatement un médecin expert, qui lui va pouvoir déceler le dossier médical et pouvoir l'examiner. Et ce que le médecin expert recherche dans un dossier médical, c'est toujours la cohérence, un petit peu de la façon dont est construit le dossier médical, dont a été avancée, on va dire, la procédure des soins par rapport au patient. À quel moment on introduit les médicaments, à quel moment on a fait les examens complémentaires, à quel moment on a donné le diagnostic, à quel moment on a discuté avec le patient des choix thérapeutiques, etc. etc. Il faut qu'il y ait une cohérence. Donc c'est vrai que vous avez ces trois niveaux de preuve qui recherchent en particulier une bonne information médicale transmise et un niveau de cohérence suffisant dans ce dossier médical. Une fois que tout ça est retrouvé dans le dossier médical, en général le dossier médical est plié, et puis en général la plainte s'arrête parce qu'il n'y a rien, le médecin a démontré sa bonne foi et sa bonne qualité des soins, et en particulier qu'il a mis en place tous les moyens pour pouvoir traiter le patient. Donc ça, il faut le comprendre, il faut l'assimiler. N'oubliez pas, dans votre rédaction, ce que le correcteur attendra, c'est de comprendre si vous avez assimilé la notion de modification des lois de santé publique, et en particulier le fait que le patient a des droits et que le médecin a des devoirs. Et qu'on égalise un petit peu cette relation médecin-malade. Que le secret professionnel, par exemple, le secret médical, n'est plus un secret opposable au patient comme c'était le cas dans le passé, c'est-à-dire que le médecin pouvait, s'il le souhaitait, donner des informations sur le diagnostic, sur la thérapeutique, etc., s'il le souhaitait. Aujourd'hui, ça n'est plus un secret médical opposable au patient, c'est un secret médical qui est
qui est transmis au patient, qui est surtout, on va dire, partagé avec le patient. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Voilà. Alors, sur cette première question, on en a terminé. En général, les étudiants comprennent un petit peu les 3 niveaux de preuve. C'est un petit peu ce que je vous ai décrit. Et puis, bon, ils ont du mal aussi à comprendre la notion de dossier réquisitionné, qui est-ce qui ouvre le dossier médical, etc. Bon. On a suffisamment prolongé les explications là-dessus. Alors, deuxième question. Là, on tire dans les coins et on va pouvoir répondre à des points qui étaient des points laissés en suspens pendant de nombreuses années et qui ont été quelque part réglés au moment de la loi de mars 2002. Ce sont des points essentiels et je pense que si vous avez des questions qu'on vous pose un jour sur des cas de figure un peu particuliers concernant l'information médicale, concernant la déontologie médicale, concernant l'éthique et le secret médical, on vous posera en particulier et en priorité ces points-là. On y va. Question 2, quelle conduite adapter face à des cas de figure de ces types? 3 cas de figure, on commence par le premier. En cas de pronostic grave, qui peut être informé par le médecin? Alors là, on fait référence au code de déontologie et à certains articles du code de déontologie. D'abord, la réponse doit être simple. En cas de pronostic grave, est informé par le médecin en priorité, théoriquement, le patient. Donc on passe d'abord par le patient. Deuxièmement, en cas de pronostic grave, on peut également, si le patient donne son autorisation, en informer la famille proche, identifiée, dans un but uniquement, bien sûr, d'apporter un soutien, que la famille proche puisse apporter un soutien au patient, parce qu'il est dans un cas de figure médical grave. Troisième personne qui peut bien sûr avoir l'information médicale, c'est la notion de personne de confiance. Je crois qu'on reviendra dessus par la suite. La personne de confiance est une personne désignée par écrit par le patient qui a une valeur juridique beaucoup plus forte que même la famille proche, parce qu'elle a été désignée par écrit par le patient. Donc la personne de confiance peut obtenir l'information médicale également, bien sûr si le patient en donne son accord. Également, pouvant obtenir l'information médicale en cas de pronostic grave, les médecins qui interviennent dans les soins du patient concernant ce pronostic, le médecin de famille, le médecin traitant, bien sûr, et éventuellement d'autres médecins qui interviennent à d'autres niveaux chez le patient qui aurait une défaillance multiviscérale et pour lequel plusieurs spécialistes devraient intervenir. Donc l'information médicale est transmise également à ces médecins-là. On est dans le cas du pronostic grave et on va dire que la réponse principale, c'est celle qu'on vient de donner. Alors, comme on est dans le cas de pronostic grave, il y a un deuxième élément de réponse qui est important et qu'il faudra préciser si vous avez la question, c'est que le code de déontologie a prévu, lorsqu'il y a un pronostic grave et qu'on imagine que le patient soit vulnérable, affaibli, et qu'il puisse mettre fin à ses jours, ou qu'il puisse, on va dire, accélérer le processus de mort en refusant les soins, par exemple, et en se laissant mourir, alors le patient pourrait être tenu dans l'ignorance de son pronostic et de son diagnostic. C'est une entrave à un secret médical partagé qui est encadré par le code de déontologie, qui s'applique donc au médecin et que le médecin peut utiliser. Mais il est précisé qu'en cas de pronostic grave, si on laisse le patient dans l'ignorance de son pronostic, alors, premièrement, cette décision doit être prise après un collège médical, un staff médical, où l'équipe de soins qui s'occupe du patient aura eu une discussion éthique pour peser, encore une fois, la balance bénéfice-risque entre on informe ou on laisse le patient dans l'ignorance. S'il y a staff médical, obligatoire, éventuellement aidé par ce qu'on appelle les cellules éthiques qu'on a créées dans tous les départements. Une cellule éthique, c'est une cellule où travaillent des philosophes et des médecins et qui vont se déplacer dans différents hôpitaux où ils sont appelés pour pouvoir avoir, on va dire, un débat éthique sur le cas de figure du patient et de savoir si on doit annoncer un pronostic ou ne pas l'annoncer en fonction de l'état de figure, bien sûr, que l'on va décrire. Donc les cellules éthiques peuvent, c'est pas obligatoire, mais peuvent être amenées à être appelées par les équipes de soins au moment du staff médical pour pouvoir prendre une décision définitive de savoir si on laisse le patient dans l'ignorance ou pas. C'est très important, c'est un droit du patient, c'est aussi un article du code de déontologie qui permet d'aller, on va dire, dans le sens de ce qui est le mieux pour le patient. Alors, si, au vu de ce staff médical et de cette réflexion éthique apportée par la cellule éthique auquel on aurait fait appel, on prend la décision de laisser le patient dans l'ignorance, il faut comprendre qu'on peut quand même informer
la famille proche ou la personne de confiance. Évidemment, un cas de figure un peu exceptionnel, mais qu'il faut connaître, si le patient, lorsqu'il rentre à l'hôpital, d'emblée annonce qu'il refuse que l'on transmette des informations à sa famille proche ou à la personne de confiance ou à qui que ce soit, alors le médecin a l'obligation, bien sûr, en passant par le dossier médical, de le noter dans le dossier médical. Ce jour, le 22 mars, le patient nous a précisé qu'il refuserait qu'on transmette des informations à sa famille proche, etc., etc. Alors à ce moment-là, la décision de laisser le patient dans l'ignorance doit être prise en prenant en considération les arguments que le patient, bien sûr, refuse qu'on transmette quoi que ce soit comme information à la famille proche. Si on maintient le fait de laisser le patient dans l'ignorance, alors on ne pourra rien transmettre ni à la personne de confiance, ni à la famille proche concernant le pronostic. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que le patient risque de décéder, évidemment, et que la famille risque d'être surprise et demander des comptes par la suite, au moment du décès, à l'équipe médicale en disant « on ne nous a pas informé, on ne nous a pas dit que le pronostic était grave, on porte plainte contre le service ». Évidemment, si une procédure est engagée, le dossier sera saisi, le médecin expert ouvrira le dossier, verra que le 22 mars, le patient s'est prononcé contre le fait de transmettre des informations, il verra que quelques semaines après, un staff médical a eu lieu, éventuellement éclairé par une cellule éthique, et que la décision de laisser le patient dans l'ignorance a été prise en prenant en considération le fait que le patient refusait que l'on puisse transmettre des informations médicales, mais que la balance bénéfice-risque a été en faveur de laisser le patient dans l'ignorance. À ce moment-là, le dossier est cohérent. Le dossier est refermé, la plainte ne peut pas aller plus loin. Simplement, c'est un droit, ça fait partie du code de déontologie de pouvoir laisser le patient dans l'ignorance. Évidemment, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, laisser un patient en ignorance, c'est au cas où le patient serait suicidaire, très affaibli sur le plan psychique, ou au cas où on pourrait imaginer que le patient refuse tout soin et se laisse mourir. Voilà, on en a terminé avec cette première interrogation. C'est très important et c'est quelque chose qu'il faut retenir et être capable de pouvoir rédiger dans une copie. Je crois que, en termes de questions, il n'y a pas grand-chose à rajouter parce que les questions souvent posées par les étudiants, c'est justement de savoir, mais si la famille ne peut pas être prévenue parce que le patient refuse, est-ce qu'on peut quand même laisser le patient en ignorance? Oui, on le laisse en ignorance, mais avec toutes les précautions dont on a parlé après. Deuxième cas de figure, en cas d'information à transmettre à un patient mineur, qui peut être informé? Là, idem, on fait référence à la loi de mars 2002, qui a été une loi aussi qui s'est intéressée aux mineurs, et en particulier à tout ce qui était interruption volontaire de grossesse et prescription de contraception orale, par exemple, et qui a fait en sorte de redonner, on va dire, des droits aux patients mineurs. Alors, qui peut être informé en cas d'information à transmettre aux patients mineurs? Avant tout le mineur, il faut le préciser, bien sûr. Le mineur est en droit d'obtenir des informations médicales. Également, les parents qui sont porteurs de l'autorité parentale peuvent obtenir les informations médicales. Évidemment, sauf s'il y a refus du mineur. Si le mineur refuse que l'on transmette des informations à ses parents, alors on sera en difficulté pour transmettre ces informations. Mais on ne peut pas s'arrêter là dans la rédaction et dans la réponse que l'on apporte. Il faut bien comprendre également que la loi ne stipule pas d'âge. Donc c'est le mineur, dans toute sa splendeur, jusqu'à 18 ans, et la loi ne stipule pas d'âge. Alors on imagine mal un enfant de 6 ans qui s'opposerait à ce que l'on transmette des informations à ses parents, évidemment, et je crois que c'est un cas de figure qui n'a pas été énoncé, tout simplement parce qu'on l'imagine mal, mais on peut très bien imaginer une personne de 14-15 ans qui refuse, évidemment, qu'on transmette des informations médicales. Alors, la réponse est la suivante. En cas de refus du patient mineur à ce que l'on transmette des informations aux parents, à l'autorité parentale, alors le médecin a le devoir et l'obligation d'insister pour quand même que le mineur puisse revenir sur sa décision. Première chose. Deuxième chose, si malgré ça le mineur refuse quand même de transmettre les informations médicales, alors le mineur a l'obligation de choisir un majeur de son choix, un adulte majeur de son choix, qui l'accompagnera lors des soins médicaux, lors des interventions chirurgicales, lors des hospitalisations, et qui sera là pour guider un petit peu le mineur, et pour que le mineur puisse comprendre un petit peu les enjeux par rapport à ses soins. L'adulte majeur de son choix, il n'y a rien de précisé sur le statut de cet adulte majeur. Ça peut être le médecin traitant, ça peut être un oncle de la famille, une tante, etc. Il n'y a rien qui le stipule. La seule chose, c'est qu'il doit être majeur. Une fois que l'adulte majeur de son choix est choisi, alors le médecin n'a rien à transmettre à l'autorité parentale. C'est ainsi, c'est la loi en théorie. Donc c'est vrai que la démarche, c'est d'abord on informe le mineur, puis on informe l'autorité parentale. Évidemment,
cette démarche est un petit peu inversée si on est dans le cas d'un mineur qui aurait du mal à comprendre le diagnostic ou le pronostic, qui aurait 6-7 ans, et d'abord, bien entendu, on informe la famille et l'autorité parentale. Mais la théorie, la loi, elle est là, et théoriquement, le mineur doit donner son accord. Peuvent être informés également des informations concernant le mineur, le médecin traitant à nouveau, et tous les médecins qui vont rentrer dans le processus de soins concernant le mineur. Voilà, c'est important à le préciser. Ça veut dire que les droits du mineur, c'est avant tout de leur demander s'ils acceptent qu'on puisse transmettre les informations à l'autorité parentale. Et si les parents ne sont pas contents ou ne sont pas d'accord parce que le mineur ne le souhaite pas, théoriquement, on ne peut pas aller à l'encontre et il n'y aura que le mineur et son médecin traitant qui auront des informations médicales. Et je rappelle encore une fois que cette loi a été faite en particulier pour tout ce qui était interruption volontaire de grossesse et tout ce qui était prescription de contraception œstroprogestatif. Voilà, donc ça c'est le cas du patient mineur. Évidemment, l'information médicale qui est transmise au patient mineur est transmise, encore une fois, comme on disait au départ, en prenant en considération le degré de maturité du mineur et la compréhension de cette information. Donc le médecin doit s'adapter au degré de compréhension du mineur et au degré de maturité de celui-ci. Troisième cas de figure, en cas d'information à transmettre à un patient majeur sous tutelle qui peut être informé. Voilà le troisième cas qui a été, on va dire, sur lequel on a statué, c'est le cas de l'incapable majeur qui est mis sous mesure de protection. Et je rappelle au passage que la mesure de protection est une mesure de protection et au bien, mais également à la personne. C'est-à-dire que le tuteur, par exemple, a en charge de vérifier que la personne bénéficie bien, on va dire, de soins médicaux par rapport à sa santé et qu'il puisse rester en tout cas dans un bon état de santé. Alors, qui peut recevoir les informations ? Toujours pareil, d'abord le patient lui-même, information transmise en fonction du degré de compréhension et de son état clinique. Il est évident que si on est dans le cas d'une schizophrénie où le patient est totalement délirant, l'information risque d'être limitée. Cela dit, elle existe, mais elle est adaptée au niveau de compréhension et de l'état clinique du patient. Donc le majeur sous tutelle peut recevoir l'information médicale, peut également recevoir toutes les informations médicales le tuteur, et en général, on est amené à transmettre ces informations médicales, celles que l'on va juger, nous, en tant que médecins, utiles au tuteur pour pouvoir organiser les soins ensuite, après l'hospitalisation. Si le patient s'est, par exemple, fait une fracture de jambe et qu'il faut mettre en place une rééducation à l'extérieur ou des soins infirmiers, eh bien on transmet l'information au tuteur de la fracture, du pourquoi, etc., et de ce qu'il faut mettre en place, ce qui permet de faciliter la prise en charge ensuite à l'extérieur. Donc c'est vrai que théoriquement, le tuteur a accès à toutes les informations concernant le patient. Évidemment, le médecin traitant peut obtenir les informations médicales à nouveau et tous les médecins qui rentreront dans la prise en charge du patient sous tutelle. En cas de dissension entre le patient incapable majeur et son tuteur, on pourrait imaginer que le patient incapable majeur dise « moi je refuse que l'on transmette des informations médicales à mon tuteur » et que le médecin le considère comme apte au moment de l'entretien, comme apte à pouvoir donner son avis. Alors là, le médecin est pris en porte-à-faux entre un patient sous tutelle soit mais qui est dans un bon moment et qui est capable d'avoir un raisonnement, et le tuteur qui peut obtenir des informations médicales. Alors, le médecin peut se faire aider dans ce cas de figure précis par le juge de tutelle, qui est toujours là pour trancher, qui est au-dessus du tuteur, et qui pourra donner raison soit au patient, soit au tuteur, concernant la transmission des informations médicales ou pas, au tuteur si un patient considère qu'il n'y a pas nécessité de le transmettre. Voilà. Et le médecin se soumettra un petit peu à l'avis de ce juge des tutelles. Donc il ne faut pas oublier que dans ce cas de figure de mesure de protection des biens, eh bien, il y a à prendre en considération le tuteur qui existe. Et en pratique, eh bien, on est obligé de l'appeler, de l'informer d'une hospitalisation, éventuellement du pourquoi de l'hospitalisation, et de ce qui est nécessaire par la suite. Alors, je rappelle que la responsabilité médicale, la notion de responsabilité médicale, eh bien, elle incombe au médecin, et c'est lui qui est responsable de ce qu'il juge comme étant utile à transmettre comme information médicale ou à ne pas transmettre. Si on prend le cas d'un patient qui aurait une hospitalisation pour un état délirant aigu, dans le cas d'une schizophrénie à nouveau, et qui est donc hospitalisé, qui en même temps a une hépatite B, eh bien, le médecin qui appelle le tuteur va transmettre l'information utile au moment voulu, c'est-à-dire votre patient, en tout cas la personne
que vous avez en charge sous tutelle est hospitalisé pour des manifestations incohérentes. On a besoin d'organiser à l'extérieur, quand il sortira, tel ou tel soin, mais ne va certainement pas déblatérer, en tout cas dialoguer avec lui ou transmettre toutes les informations qu'il a en sa possession concernant le patient, et en particulier le fait que le patient a une hépatite B. Parce qu'il va juger non utile de transmettre ces informations-là pour la prise en charge du patient. Donc je rappelle donc à ce niveau-là que la responsabilité médicale incombe au médecin et que c'est le médecin qui doit juger ce qui est pertinent à transmettre ou ce qui ne l'est pas, ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Donc même si le tuteur obtient les informations médicales, évidemment, c'est au médecin de savoir quelles informations médicales il va transmettre et quelles sont les informations qui peuvent être utiles. Voilà, je réfléchis à savoir en général qu'est-ce qu'on me pose comme question concernant cette troisième partie, et en particulier ce patient majeur sous tutelle. Je crois qu'on a fait le tour. On est dans l'information médicale, on n'est pas dans la transmission du dossier médical, qui est un autre cas de figure qu'on verra plus tard. On est dans la transmission des informations médicales. Et on en a fini pour cette deuxième question. Alors, maintenant, troisième question. On est toujours dans cette réforme de mars 2002. On est toujours dans la notion d'autorité de santé, l'HAS, cette fameuse instance indépendante créée pour pouvoir donner un avis à un moment donné sur la cohérence de soins dans un établissement. Et on vous demande en question 3, comment se déroule une procédure d'accréditation. Alors, là, on rentre dans le vif du sujet. Je vous ai dit tout à l'heure que, globalement, le patient a des droits, le médecin a des devoirs. Et que la loi de mars 2002 est là pour le rappeler. Alors, on a créé ce qui existait déjà aux États-Unis et dans d'autres pays d'Europe, la notion d'accréditation, c'est-à-dire un audit qui peut être fait dans un établissement de soins, qu'il soit public ou privé, et qui va être là pour dire si globalement la qualité des soins est présente, et s'il y a cohérence dans la prise en charge des patients dans cet établissement, et si globalement l'établissement et le corps médical, ou les autres soignants, se soumettent à ce qu'on attend d'eux dans le cadre d'une prise en charge d'une pathologie. Cet audit, c'est l'accréditation. Et l'accréditation est quelque chose qui a commencé dans les années 90, qu'à l'époque on appelait l'accréditation, qui était sous la responsabilité de l'ANAS, la fameuse Agence nationale d'accréditation et d'évaluation des soins. Et après avoir passé une première période d'accréditation, on a décidé de créer un deuxième audit dans les mêmes établissements qu'on appellera la certification. Donc aujourd'hui, on parle de certification. Donc je vous donne les deux nomenclatures, les deux dénominations, parce que vous pouvez avoir ça en dossier en fonction de quand a été transmis le dossier au CNCI éventuellement. Donc là, on vous parle d'accréditation, procédure d'accréditation. Elle est identique à la procédure de certification de ce qu'on a aujourd'hui, et on va la décrire. Alors, il faut bien comprendre que tous les établissements publics et privés ont déjà eu plusieurs périodes déjà d'accréditation. Et donc, on arrive à un moment donné où cette notion d'audit a déjà été faite dans tous les établissements. C'est un audit qui, théoriquement, doit être fait tous les 4 ans. Ça n'est pas obligatoire, c'est fortement conseillé, et à 100% des établissements, tous demandent à être accrédités ou certifiés tous les 4 ans. C'est-à-dire que tous les 4 ans, l'HAS renvoie une équipe vérifier, on va dire, à nouveau, la pertinence et la cohérence des soins dans un établissement, et pour voir si la qualité des soins et l'effort qui est fait par l'établissement se poursuit dans le temps. C'est-à-dire, pas question qu'on ait une accréditation en 2000 et qu'ensuite on se dise, bon, on est tranquille maintenant pendant plusieurs années, on n'a plus besoin de faire d'efforts sur la façon dont on manage le patient à l'hôpital. Donc, accréditation, certification tous les 4 ans, c'est la première chose. Elle est sous la responsabilité de l'HAS, la Haute Autorité de Santé, qui a, on va dire, toute une instance qui ne s'occupe que des accréditations en France. Et globalement, toutes les cliniques privées et hôpitaux doivent tous les 4 ans se soumettre à ce type d'audit. Alors, comment se déroule une procédure d'accréditation? Eh bien, la première chose à comprendre, c'est que c'est d'abord le directeur de l'établissement, en tant que personne morale, qui fait une demande écrite à l'HAS pour être certifié ou accrédité et subir cet audit. Immédiatement, l'HAS envoie à l'établissement un manuel d'auto-évaluation
d'auto-évaluation de l'établissement, où dedans on retrouve 350 items. Et ces 350 questions, qui font partie du manuel d'auto-évaluation, en fin de compte, vont être traitées par l'établissement en groupe de travail, en général sur une période de 9 mois, parfois 1 an. Et pendant 9 mois à 1 an, l'établissement va travailler sur ces 350 questions. À chaque fois qu'il y a une nouvelle procédure tous les 4 ans, évidemment, ce ne sont pas les mêmes questions. Les 350 questions changent. Alors, ces 350 questions, elles concernent tout le parcours du soin du patient à partir de son entrée dans l'établissement jusqu'à sa sortie. Elle peut concerner, par exemple, tout ce qui concerne l'hôtellerie du patient, la prise en charge hôtelière du patient, la façon dont il a sa chambre, où il dort, le confort, etc. Elle peut concerner la restauration du patient, la chaîne du froid, la chaîne du chaud, si c'est respecté ou pas. Elle concerne bien entendu les soins médicaux, et en particulier la qualité des soins apportés par le médecin, la constitution d'un dossier médical, la transmission de l'information médicale, les protocoles de soins qui sont mis en place. Elle concerne les soins infirmiers, et en particulier tout ce qui sera pratique de soins infirmiers, que ce soit les médicaments qui sont donnés, que ce soit les entretiens qui sont faits, etc., etc. Bref, les 350 items concernent tous les champs où le patient risque de se retrouver pendant son hospitalisation de l'entrée jusqu'à la sortie. Alors des questions d'items, ça peut être tout simplement, est-ce que votre établissement a mis en place une procédure en cas de décès? Est-ce que votre établissement a mis en place une procédure en cas de fugue, en cas de suicide? Est-ce que votre établissement a mis en place une procédure en cas de demande du dossier médical? Est-ce que l'information médicale est transmise systématiquement aux patients? Est-ce que les infirmiers donnent les médicaments ou d'autres personnes peuvent les donner? Est-ce qu'il y a une politique de management du personnel médical dans l'établissement? Est-ce que le bloc opératoire se soumet bien à tout ce qui est hygiène hospitalière? Est-ce qu'une procédure est en place en cas d'infection nosocomiale? Etc. etc. Est-ce que les comptes rendus hospitaliers sont envoyés dans les 14 jours à la sortie? Est-ce que l'établissement prend en considération l'intimité du patient et le respect des droits du patient, etc., etc. Vous avez comme ça 350 items. Est-ce que l'établissement a mis en place une commission de lutte contre les infections nosocomiales? Est-ce que l'établissement a mis en place un comité de lutte contre la douleur, etc., etc. Donc l'établissement va travailler pendant 9 mois à répondre à ces questions et éventuellement créer les instances et créer les protocoles de surveillance qui n'existeraient pas dans l'établissement et que l'établissement découvrirait au moment des questions. Ce sont des groupes qui sont des groupes hétérogènes, où on y mélange tous les acteurs qui interviennent dans l'établissement et qui permettent à chacun de pouvoir aussi découvrir le métier de l'autre au travers des questions. Après avoir travaillé pendant 9 mois là-dessus, l'établissement renvoie le manuel d'auto-évaluation à l'HAS et à ce moment-là, l'HAS va envoyer une équipe d'experts visiteurs, qu'on appelle les experts visiteurs. Ils sont en général au moins 3, et il y a toujours au moins 2 médecins. Les experts visiteurs, ce sont des personnes qui ont été formées en termes d'accréditation et de certification et de qualité des soins pour pouvoir faire un audit dans un établissement. Alors, il peut s'agir soit de médecins, par exemple, de pharmaciens, de cadres supérieurs infirmiers, de directeurs ou de directeurs adjoints d'hôpitaux. Ils peuvent venir du monde public ou du monde privé. Ils sont mis à disposition de l'HAS par leur établissement pour faire des missions d'accréditation et de certification. Ces experts visiteurs viennent sur une semaine. Puis ensuite, il y a un rapport à rédiger, bien entendu. Donc en fait, ils sont mis, par exemple, ils sont mis à disposition pendant 10 jours ou 15 jours à l'HAS pour pouvoir aller faire les visites d'accréditation. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'un médecin ou un directeur d'hôpital ou un cadre supérieur infirmier ne peut pas aller faire une accréditation d'un établissement qui serait dans sa région où il travaille habituellement. Ça ne peut être que dans des régions autres que là où il travaille. Donc ça, c'est très important, évidemment, pour laisser cette indépendance par rapport à l'audit qu'il va faire. Les experts visiteurs arrivent sur place. Ils vont rester en général une semaine, et pendant une semaine, ils ont un manuel qui est identique au manuel d'auto-évaluation, avec tous les items, et ils vont vérifier la pertinence des réponses apportées par l'établissement, et la cohérence des réponses. Ils peuvent être amenés à regarder le dossier médical. Ils peuvent être amenés à interroger des patients si les patients sont d'accord, pour leur demander justement si on leur transmet les informations médicales, si on prend en compte leur consentement, si on leur demande leur consentement, etc., etc. Donc pendant une semaine, ils sont sur l'établissement
pris en charge complètement par l'établissement, et ils vont donc vérifier la véracité des réponses apportées par l'établissement. Il faut rappeler aussi que l'accréditation est totalement financée par les établissements, c'est-à-dire que l'établissement paye l'HAS pour obtenir cet audit. Évidemment, puisque le but de l'audit, c'est l'amélioration des soins, alors les conclusions de l'audit, de l'accréditation, c'est tous les points qui ne vont pas ou tous les points qui vont pour pouvoir être améliorés et continuer à être travaillés par la suite. Au vu de cette semaine donc, de visite, les experts visiteurs retournent chez eux, rédigent un pré-rapport d'accréditation et ce pré-rapport d'accréditation est envoyé en général à l'établissement. Ce n'est pas en général, c'est systématiquement à l'établissement. L'établissement a 15 jours, un mois pour pouvoir en faire des remarques sur ce qui a été dit, ce qui a été écrit, et les remarques plus le pré-rapport plus le manuel d'auto-évaluation est pris en charge par le collège de certification et d'accréditation qui est à l'HAS, et ce collège d'accréditation et de certification, qui ne sont pas les experts visiteurs, vont rédiger les conclusions finales de certification ou d'accréditation de l'établissement. Cette rédaction et ces conclusions finales sont remises à l'établissement, bien entendu, qui peut en faire publicité. Évidemment, si l'accréditation est bonne et que globalement ils n'ont aucune recommandation ou des recommandations toutes légères, en général, les établissements mettent à l'entrée de leur service « Notre établissement a été accrédité ou certifié en 2003 sans aucune recommandation », ce qui est un gage pour le patient d'une bonne qualité des soins. Ce rapport est remis donc à l'établissement. Il est également en ligne sur Internet, sur le site de l'HAS, et donc tout patient, avant de se faire hospitaliser dans une clinique lambda ou dans un hôpital lambda, peut très bien aller vérifier la véracité du rapport d'accréditation de l'établissement et de vérifier que la qualité des soins est bonne. Donc quelque part, c'est vrai que c'est une transparence, c'est vrai qu'on va dans le sens de la loi de mars 2002, de donner des droits aux patients et de donner des devoirs aux médecins de se soumettre à ce type d'audit et d'améliorer leur prise en charge. On est toujours dans la même réflexion et surtout dans le même raisonnement. Le rapport d'accréditation peut préciser soit accréditation sans recommandation, soit accréditation avec recommandation, soit accréditation avec réserve, soit accréditation avec réserve majeure. Bon, c'est vrai que quand on commence à avoir des réserves ou des réserves majeures, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans l'établissement. Et en général, l'HAS propose qu'il y ait un nouvel audit dans quelques mois, dans 4 mois, pour permettre à l'établissement d'améliorer et surtout d'aller à l'encontre de ce qui a été considéré comme une réserve. Par exemple, il pourrait y avoir une réserve sur l'hygiène du bloc opératoire et la nécessité dans les 4 mois de devoir revoir les protocoles de vérification, je ne sais pas moi, ou de prévention des infections nosocomiales. Donc c'est vrai que l'idéal c'est d'avoir une accréditation sans recommandation ou avec de légères recommandations. Dès qu'on commence à avoir des réserves ou des réserves majeures, en général, on impose un délai de retour d'une équipe d'experts visiteurs. Alors l'HAS, c'est souvent la question qu'on me pose, est-ce que l'HAS peut prendre des répercussions ou peut prendre des mesures contre l'établissement, si le rapport est mauvais ou si le rapport est bon? Non, l'HAS est une instance indépendante. Elle est là pour faire un audit. Donc en aucun cas, elle prend des décisions de je ferme ou j'ouvre l'établissement, ou je donne plus de temps infirmier ou moins de temps infirmier. Elle ne donne que des recommandations. Ceux qui sont en mesure de pouvoir fermer un établissement ou l'ouvrir, ou donner des moyens supplémentaires pour embaucher des infirmiers ou des médecins, par exemple, c'est, bien entendu, l'ARH, les agences régionales d'hospitalisation, en particulier les DAS, qui, elles, ont en charge de vérifier le bon fonctionnement des établissements qui sont sous leur territoire. Alors, c'est vrai que les ARH et les DAS n'ont pas toujours vu de ce qui se passe dans un établissement. Ils en ont des échos de temps en temps par des patients qui portent plainte en disant « voilà, j'ai été très mal pris dans un tel établissement ». Ils font de temps en temps des rencontres avec les responsables des établissements pour voir un petit peu comment ça se passe, et en particulier au moment des projets médicaux des établissements, où c'est discuté avec l'ARH et les DAS. Et donc, ils ont quand même, on va dire, une lecture de ce qui se passe dans un établissement, mais pas aussi approfondie de ce qui peut se faire au moment d'un audit d'accréditation. Donc, évidemment, les ARH, elles, vont regarder le rapport d'accréditation de tous les établissements qui sont sous leur territoire pour vérifier qu'est-ce qui se passe dans l'établissement. Alors, on pourrait imaginer que si le rapport était mauvais, l'ARH puisse faire une descente dans l'établissement et décider
des mesures draconiennes de fermeture d'un bloc opératoire, de fermeture d'un tel service, etc., etc. Donc c'est vrai que l'audit peut avoir une répercussion sur l'établissement. Mais également, si l'audit est très bon et que l'établissement a eu une accréditation sans recommandation, alors l'établissement peut très bien aller à la RH et leur dire voilà, on a eu une très bonne accréditation, par contre il a été précisé que ça serait bien qu'on puisse avoir des soins du personnel infirmier supplémentaire pour les nuits par exemple ou autres, et donc avec notre rapport d'accréditation, on vient demander des moyens supplémentaires. Donc c'est vrai que dans les deux sens, il peut y avoir des répercussions de cette accréditation. Donc voilà. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que accréditation ou certification sont des termes qui quelque part veulent dire la même chose, qui interviennent à des temps différents. Avant, c'était l'accréditation, maintenant, c'est la certification, et que tous les 4 ans, l'établissement doit se soumettre à des nouvelles questions de certification afin de permettre que l'amélioration des soins, et de la qualité des soins plutôt, se poursuive dans le temps et ne s'arrête pas après un audit qui aurait eu lieu quelques années auparavant. Donc, tous les 4 ans, l'établissement et le directeur de cet établissement fait une demande à nouveau d'accréditation. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut connaître par cœur. On peut très bien demander clairement à des étudiants dans le cadre d'un dossier d'internat de décrire le déroulement d'une procédure d'accréditation. Donc vous voyez, on est évidemment comme dans tout le processus concernant l'internat, dans des rédactions qui sont faites par mots-clés pour la plupart du temps. Ce qu'on ne demande pas aux étudiants, c'est de faire une copie de philosophie. Donc ce n'est pas le moment où il faut baratiner un certain nombre de choses. Il faut essayer de rester en mots-clés, mais de donner quelques explications. Donc là, un petit peu sur ce que l'on vient de dire, vous avez le processus d'accréditation dans un établissement du début jusqu'à la fin. Voilà. Alors, on va passer à la dernière question de ce dossier. La dernière question, c'est qu'est-ce qu'une conférence de consensus? Alors, la conférence de consensus, je rappelle qu'elle dépend, elle, des ordonnances Juppé de 1995, où on s'était intéressé à pouvoir faire des conférences, organiser des conférences sur soit des points de litige dans la pratique médicale, c'est-à-dire où les experts médecins ne seraient pas tous d'accord sur, par exemple, la façon de pouvoir porter un diagnostic ou d'affiner un pronostic ou de suivre une pathologie ou de proposer telle thérapeutique. Donc, une conférence de consensus peut être demandée à cette occasion lorsqu'il y a vraiment dissension sur un domaine donné. Et puis surtout, le but d'une conférence de consensus, c'est de pouvoir mettre en application très rapidement dans le monde médical et dans la pratique quotidienne l'avancée de la recherche. On a de nouvelles recherches, on a déterminé une nouvelle thérapeutique ou une nouvelle façon de pouvoir diagnostiquer une maladie. Comment faire en sorte que cette avancée de la recherche puisse au plus vite se mettre en pratique auprès des praticiens. Alors, comment se déroule une conférence de consensus? C'est on va dire une procédure, un processus extrêmement cohérent et extrêmement bien organisé. Il y a d'abord un promoteur, on commence par le début, donc un promoteur qui peut être, par exemple, une association de médecins, qui peut être la Haute Autorité de Santé, qui peut être le ministère de la Santé, qui peut être aussi éventuellement un laboratoire pharmaceutique qui va proposer un thème de conférence de consensus. Par exemple, le thème sur prise en charge de l'adolescence suicidaire. Par exemple, prise en charge de l'hépatite B et examen complémentaire nécessaire. Donc, un promoteur propose un thème de conférence de consensus. Ce promoteur va directement désigner un comité d'organisation, qui est donc quelque chose de différent du promoteur, et ce comité d'organisation qui est désigné devra d'abord préciser les questions à poser dans le cadre de la conférence de consensus sur le thème choisi, premièrement. Ce comité d'organisation devra choisir 2 entités. 1, le jury de la conférence de consensus. 2, le comité d'experts de la conférence de consensus. Donc c'est ce comité d'organisation qui va choisir ces 2 entités. Le comité d'experts, ce sont en général des experts, pour la plupart médecins ou chercheurs, qui travaillent autour de la maladie concernée. Si c'est l'hépatite B, ça va être des hépatologues, des infectiologues, qui a priori sont reconnus un petit peu comme étant pertinents dans la prise en charge de l'hépatite B. Donc le comité d'experts, eux, vont être désignés et vont commencer à travailler, première
étape, ils vont faire une revue de la littérature concernant la pathologie donnée et les questions posées sur la pathologie. Donc tous les derniers articles scientifiques sortis au niveau mondial sur la pathologie donnée, première chose. Deuxièmement, ils vont débattre entre eux pour mettre en avant leurs points d'accord et de désaccord sur la prise en charge de la maladie. Ça, c'est le boulot du comité d'experts. Le jury, lui, qui a été choisi par le comité d'organisation, eh bien, le jury, lui, il est là pour organiser la conférence de consensus. Dedans, on y retrouve des médecins, mais on peut aussi retrouver des chercheurs, et on peut aussi y retrouver surtout des membres d'associations de malades concernés par la maladie de la conférence de consensus. Par exemple, une association de malades sur l'hépatite B. Ce jury va donc organiser la conférence de consensus sur 2 jours, par exemple. C'est une conférence qui est ouverte au public et où le public peut être invité à poser des questions pendant la conférence de consensus. Et le jury, lui, qui mène les débats, va interroger le comité d'experts pendant cette conférence de consensus en leur demandant, on va dire un petit peu, d'expliquer leurs points d'accord, de désaccord, ce qu'ils ont retrouvé dans les revues de la littérature, etc. Donc la conférence de consensus prend cours au moment de cette conférence. Ensuite, le jury se retrouve à huis clos et, suite à ces 2 jours de conférence, va rédiger les conclusions finales et la conférence de consensus en tant que telle sur le thème donné. Ce jury va remettre au comité d'organisation et aux promoteurs ces conclusions, et le comité d'organisation et le promoteur auront pour objectif de devoir transmettre cette conférence de consensus dans le monde médical, de pouvoir très rapidement la médiatiser, et également de l'évaluer quelques mois après pour savoir si elle est pertinente ou pas. Certaines conférences de consensus sont considérées comme pertinentes après quelques mois, d'autres sont considérées comme non pertinentes et ne servant pas dans le monde médical. Bon, ben, l'objectif, c'est d'aider les médecins à pouvoir avoir une trame sur laquelle les points essentiels peuvent être notés concernant la prise en charge de l'hépatite B ou, encore une fois, de l'adolescence suicidaire aux urgences, par exemple. Donc le médecin n'applique pas à la lettre la conférence de consensus, bien entendu, mais va se servir comme trame de fond pour sa pratique médicale quotidienne. Voilà, donc on a vu que cette conférence de consensus a quand même une organisation qui est sérieuse, et donc elle fait foi dans le monde médical. Certaines sont reconnues comme efficaces, d'autres tombent dans les oubliettes, et on n'en parlera plus jamais. Voilà, je vais demander une pause 1 minute avant de passer au dossier numéro 1.